pourquoi ces viols? Puisque la grande question qu'on peut se poser, pourquoi ces viols? Et pourquoi c'est seulement maintenant qu'on en parle? Les viols ont toujours existé dans les conflits. On les a toujours appelés, les vainqueurs pouvaient considérer les femmes comme des butins de guerre. On peut les appeler aussi des effets collatéraux d'une guerre. Mais ici, vous sentez très bien qu'on ne peut pas parler de collatéral. Lorsque vous violez 200 femmes dans une nuit, donc vous avez très bien planifié ce que vous allez faire, en sachant très bien que ça va avoir une certaine conséquence. Et en République démocratique du Congo, nous avions fait une étude. Je crois que je me suis perdu. Je me suis perdu complètement. Bon, en fait, voilà. Je crois qu'en République démocratique du Congo, nous avions fait une étude pour essayer de savoir d'où venaient les femmes que nous soignons. Et cette étude, rien qu'au Kivu, nous a montré que là où il y avait des mines, c'est là où étaient concentrés les groupes armés. Et en fait, malheureusement, c'est là où venaient également les femmes qu'on soignait au niveau de l'hôpital. Nous avons fait un effort pour essayer d'approcher aussi ceux qui commettent ces viols. Et si vous suivez, vous allez vous rendre compte que souvent, en fait, ils sont commandés. Souvent, il y a des gens qui sont tout à fait à l'extérieur, mais qui les alimentent en armes, qui les alimentent, qui leur donnent des ordres. Et vous ne pouvez pas être un chef militaire, un commandant militaire dans ces zones si vous n'avez pas quelqu'un à Kinshasa pour vous, comme on dit, pistoler. Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de richesses. Donc, que vous soyez armé, donc que vous soyez un groupe armé, ou que vous soyez de l'armée régulière, ce sont des zones où les hommes en armes se battent pour être, puisque ce sont des opportunités de faire de l'argent. Donc, c'est tout à fait une guerre économique qui se passe dans cette partie du pays. Quels sont les impacts? En reprenant le dossier, essayez de voir où se trouve cette population, nous avons pu nous rendre compte qu'il y a un déplacement massif de la population qui s'est fait. Lorsque on viole en public, lorsqu'on torture, la population a une telle peur que lorsqu'on parle de l'arrivée de ces groupes armés, la population a tendance tout simplement à quitter l'endroit pour aller chercher l'abri là où ils peuvent se protéger. Et donc ça va entraîner des flux, des déplacements de la population. Et aujourd'hui, les villes, il n'y a plus d'urbanisme, rien, tout a éclaté puisque les gens quittent les milieux ruraux, là où ils peuvent cultiver, ils ont leur élevage, etc., là où ils ont une sécurité alimentaire pour venir se concentrer dans les grands centres où la population a l'impression d'avoir une protection, une sécurité, mais en réalité, il n'y a pas de sécurité puisque vous allez bien comprendre, lorsque les soins de santé ne sont pas pris en charge, il y a tous les problèmes de santé publique qui vont se poser, les maladies diarrhéiques, etc. Et ces populations, ils meurent dans de grands centres, dans la misère totale. Je crois que, comme humain, un jour, j'étais au port, je vois une femme, on essaie de la faire porter, c'est une porte-fée, on essaie de la faire porter un fardeau. C'est ça que je crois devrait avoir le double de son poids. Et cette femme, elle a porté ça, elle était à genoux. Elle a essayé de se
relevé pour... elle ne pouvait pas. Elle a titubé, elle est tombée. Puis bon, ben, j'étais là, je dis, mais c'est pas possible. Je me suis approché, j'ai dit, mais maman, est-ce que vous ne considérez pas que c'est trop lourd pour vous? Elle m'avait dit, papa, si je ne transporte pas ça, mes enfants ne vont pas manger. Mais moi, je comprenais qu'en transportant, elle est en train de dépenser plus de calories que le 1000 francs qu'on va la payer pour avoir transporté ça, et que finalement, peut-être qu'il aura un peu à manger pour ses enfants, mais elle-même va mourir. Donc ces déplacements massifs de la population, ne les considérons pas comme si seulement les gens partaient et qu'un jour ils reviendront. Beaucoup partent et ne reviennent jamais. Rapidement, la réduction démographique. Vous avez compris que lorsqu'une femme est violée par plusieurs personnes, donc des viols collectifs, ça donne des maladies sexuellement transmissibles. Mais parmi ces maladies, il y a spécialement les chlamydia, qui va créer des adhérences pelviennes, et que souvent ces femmes, après avoir subi ça, leur fertilité est tout à fait réduite. Mais également, lorsque elles attrapent le VIH, elles deviennent un réservoir de virus. Non seulement elles-mêmes, elles vont mourir à petit feu, et on va le mettre au compte du VIH, mais elles vont également contaminer autour d'elles. Et donc, le viol comme arme, même si on ne tue pas la victime immédiatement, mais le fait de la violer, ça a un impact sur la démographie, par la réduction de la fertilité, mais également par la contamination du VIH qui peut entraîner la mort douce. Il y a la destruction de l'économie, ça va de soi, on détruit les maisons, on brûle les champs, on pille les ressources naturelles, et enfin, la destruction du tissu social et de la famille. Lorsqu'on viole une femme en présence de son mari, ou lorsqu'on viole un homme en présence de ses enfants, ou les enfants en présence des parents, à partir de ces jours, votre rôle, votre identité sociale se perd. Parce que les hommes me disent, depuis ces jours, je ne me sens plus comme un homme. Et les femmes me disent, depuis ces jours, on m'a tué. Il y a des enfants qui refusent même de regarder leurs parents dans les yeux. Donc il y a une rupture, une destruction du tissu social et de la vie familiale. Les hommes, lorsqu'ils ont un petit peu du courage, ils vont quitter leur toit conjugal pour aller dans des zones minières ou accepter l'esclavage. Et donc, le couple est tout simplement détruit. Alors, on a, avec ce que nous voyons là, que le viol peut entraîner, on a le même impact qu'une arme classique. Mais ici, c'est une arme qu'on n'achète pas. Là, c'est une machine gun qui coûte quelques centaines ou milliers de dollars. Mais pour détruire par le viol, c'est juste faire un lavage de cerveau à un jeune de 12, 13, 14 ans et vous obtenez la même chose à moindre coût. Alors, on ne peut pas rester à pleurnicher, crier par rapport à ce qui nous arrive. On a commencé par les soins médicaux, l'assistance psychologique, la réinsertion socio-économique et l'assistance légale. Et tout ça, ça s'est fait progressivement.
comme médecin, on avait commencé d'abord par soigner les lésions physiques, les infections. Mais on s'était rendu compte qu'après avoir soigné, malheureusement, les femmes ne partaient pas, ne retournaient pas dans leur village. Elles étaient toujours là autour, puisqu'elles avaient mal, puisque ça n'allait pas. Vous faites tous les examens, vous ne trouvez plus rien. Et en fait, petit à petit, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une somatisation de cette pathologie, donc de ces viols avec extrême violence, et que le seul traitement médical ne suffisait pas. Et donc, ces modèles, nous l'avons intégré dans les systèmes donc, de santé de la reproduction pour éviter la stigmatisation. Donc, les femmes qui viennent pour les consultations prénatales, postnatales, les femmes qui viennent pour la planification familiale, toutes elles vont se retrouver au même endroit, mais on a une assistante sociale qui sait les guider et prendre les informations qu'il faut. Et ici, nous l'appelons One Stop Center, puisque les femmes donnent leurs informations une seule fois, quand elles entrent dans le système, et puis après, il y a une assistante sociale qui les accueille et qui va les accompagner selon leurs besoins à la carte de ce qu'elles veulent qu'on fasse pour elles. Cette méthode de prise en charge centrée sur la personne, holistique centrée sur la personne, évite à ce qu'à un moment, la victime n'ait pas le sentiment qu'on est en train de faire l'interrogatoire comme si ce qu'elle disait n'était pas vrai, comme si elle mentait. Sur le plan traumatique, on avait constaté qu'il y a beaucoup de femmes arrêtées, donc la poursuite des soins. Mais lorsque vous l'intégrez dans un ensemble, il n'y a pas la stigmatisation, et surtout, lorsqu'elles doivent dire, elles doivent raconter leur histoire une seule fois. On a vu que les femmes venaient beaucoup plus facilement et acceptaient ou abandonnaient moins les soins qu'on proposait. Vous connaissez l'ensemble de ça, je ne reviens pas, mais je dois dire que sur le plan clinique et paraclinique, nous faisons pour toute femme victime de violences sexuelles, nous avons la prévention de la grossesse non désirée après viol. C'est très important de faire cette prévention puisque c'est l'élément qui va faire souffrir la femme toute la vie. Si elle a un enfant issu du viol, c'est une souffrance énorme. Même si elle décide de porter cet enfant. Et donc, il faut absolument faire la prévention. Nous faisons la prévention des infections sexuellement transmissibles et le VIH par des antibiotiques et des ARV. Et en fait, nous avons la possibilité de faire la chirurgie des lésions génito-urinaires et digestives basses lorsque ceci arrive. Souvent, en dehors de 72 heures, lorsque le viol a été commis par un partenaire qui n'est pas intime, donc la personne ne connaît pas et n'a pas de rapport sexuel avec cette personne, nous conseillons aux femmes de se présenter en dehors de 72 heures pour recevoir ce kit PEP, donc qui comprend la prévention de la grossesse, des infections sexuellement transmissibles et la prévention du VIH. Lorsque les victimes viennent après 72 heures, malheureusement, là, nous traitons seulement des infections et nous traitons les lésions génitales. Nous avons initié des médecins et nous considérons que parmi la pratique de cette méthode de One Stop Center, il faut privilégier de faire le certificat médical. Les femmes, lorsqu'elles viennent, elles vous racontent ce qu'elles ont subi. Vous devez absolument prendre toutes les informations, vous faites toutes les photos nécessaires, tous les prélèvements, et ces certificats, vous les gardez. Elles peuvent ne pas en avoir besoin. À 99%, quand elles viennent à l'hôpital, elles n'ont
pas besoin, elles ont seulement besoin que vous puissiez dire, vous n'avez pas le VIH-Sida, vous n'avez pas, nous avons soigné l'infection et vous pouvez avoir des rapports sexuels, vous pouvez accoucher, etc. Ça, c'est la première réaction que les femmes ont. Mais systématiquement, nos médecins nous demandent à ce qu'elles puissent, même s'il n'y a pas une réquisition à un médecin, de pouvoir quand même rédiger un certificat médical que nous gardons à l'hôpital au cas où, et on va voir que plus tard, ça peut prendre 1 année, 5 ans ou 10 ans, les femmes reviennent avec la même question, elles veulent avoir la justice. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un certificat, elle aura déjà oublié sa façon de présenter les faits et que peut-être vous-même, vous ne savez pas rédiger ces certificats, vous n'avez plus de photos, vous n'avez rien, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose. Sur le plan médical, je voulais aujourd'hui, puisque, comme je vous dis, nous faisons le fistule, la réparation du périnée, etc. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler surtout des enfants. Parce que je trouve que c'est choquant de voir à quel point les enfants sont violés, détruits, et les gens se taisent. Je projette cette image, puisque vous êtes tous du corps médical. C'est choquant. Puisque je pense que, autant lorsque nous refusons de prendre nos responsabilités de la communauté humaine, nous avons tendance à dire aux femmes, est-ce que c'est vrai? Elle dit qu'elle a été violée, est-ce que c'est qu'elle dit c'est vrai? Pourquoi elle a été là? Pourquoi elle est partie là? Elle a voulu, puisqu'elle ne pouvait pas se trouver là. Un bébé de 18 mois, qu'est-ce que nous répondons? Qu'est-ce que nous la reprochons? Puisque c'est ça. Une femme qui va à la police, c'est ça. Des interrogations qu'on pose. Et nous, corps médical, lorsque nous sommes devant des cas comme ça, rassurez-vous, psychologiquement, nous sommes aussi atteints. Et donc, nous avons observé, si je prends 2012 à 2018, vous pouvez très bien observer là que le nombre d'enfants violés est en progression. J'ai dénoncé, j'ai essayé de demander l'appel au secours. À un moment, tu sens comme s'il faut abandonner. Mais le nombre d'enfants est en progression. Et je ne vois plus ce que nous, comme corps médical, nous pouvons encore faire de plus de ce que nous faisons. Ces enfants qui sont violés se retrouvent avec des lésions diverses. Et là, je pourrais peut-être vous donner la classification que nous avons publiée à Panzi, puisque dans la littérature, il n'y en avait pas. Et s'il n'y en avait pas dans la littérature, c'est pour vous dire que ce que nous connaissons est historique. Et peut-être que pour le moment, il n'y a personne qui peut avoir les données que nous avons par rapport au viol des enfants. Donc c'est une responsabilité de pouvoir dire ça ne doit pas continuer. Si on a une société qui ne protège plus les bébés, ce n'est plus une société. Et là donc, les enfants malheureusement se trouvent avec des lésions diverses. Et ici nous avons publié une classification dans le journal international des gynécos et obstétriques
qui montre 5 types de lésions qu'on peut observer. Cette classification est inclusive. Nous avons vu plusieurs malades et toutes les victimes que nous avons pu soigner peuvent entrer dans cette classification, où le type 1, c'est une abrasion, tout simplement, cutanée. Le type 2, c'est des lésions musculo-cutanées, mais sans atteinte ni des sphincters anal, ni du mécanisme de clôture vésicale. Le type 3, c'est lorsque vous avez une atteinte au niveau du sphincter anal qui souvent est tout simplement rupturé et donc laisse ces bébés incontinentes fécales. Le type 4, c'est lorsque il y a, en plus de l'atteinte du sphincter anal, il y a également une atteinte du mécanisme de clôture vésicale et donc les enfants perdent les urines en continu. Et le type 5, c'est lorsqu'il y a protrusion des intestins, de l'épiplomb au niveau de l'appareil génital. Et c'est les 5 types. On a traité 3400 à peu près dossiers d'enfants et parmi les 3400, il y avait 250 bébés de moins de 5 ans. Nous avons mis aussi un algorithme de traitement qui tient compte de ces 5 classifications. Et sur cet algorithme de traitement, qui a également été publié pour les professionnels de la santé, les types 1 et les types 2, souvent les enfants nous arrivent dans un état où ils ont été violés en pleine brousse et souvent il est très important de pouvoir faire la vaccination contre le tétanos, la vaccination contre l'hépatite virale. Et souvent, pour ces enfants, on donne les traitements anti-infectieux. Et lorsque ce sont seulement des abrasions, on les laisse partir le même jour, on ne les garde pas à l'hôpital. Quand c'est les types 2, là on les garde à l'hôpital pour une observation, aussi pour leur mère, puisque même si c'est une lésion de type 2, comme vous avez vu, si c'est la peau qui a éclaté, même si les sphincters sont intacts, mais pour la mère, c'est dramatique. Et donc, parfois, il faut la garder, même elle-même, pour la soutenir sur le plan psychologique. Lorsque vous avez des lésions qui sont des types 3, là, il faut absolument, les plaies peuvent arriver déjà infectées. Vous avez besoin de soigner d'abord ces infections par, nous faisons des bains de permanganate à ces enfants et nous attendons que la plaie soit propre avant de décaper et pouvoir faire une chirurgie propre sur ces périnées. Les types 4, nous gardons également les enfants et là, il faut non seulement refaire le sphincter et réparer les périnées, mais il faut également donc réparer le mécanisme de clôture et pendant les 10 jours, elle doit rester avec une sonde vésicale. Lorsque ce sont des lésions de type 5, là nous faisons une laparoscopie avant pour évaluer et éventuellement nettoyer, puisque parfois vous trouvez dans la cavité abdominale des matières fécales par le mouvement de va-et-vient, et si vous ne nettoyez pas,
elles peuvent se compliquer d'une péritonite. Après, ça peut être beaucoup plus difficile à prendre en charge. Et nous faisons une laparoscopie après le contrôle. Mais ici aussi, il faut faire le même traitement pour le sphincter anal, le périnée et le mécanisme de clôture vésicale. Et ça, nous diffusons donc ces algorithmes de nos recherches pour permettre à ce que, en fait, le médecin ne puisse pas. Souvent, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à la faculté, parce que c'est très rare, et on commet des erreurs. Je pense que même ici, j'avais vu dans une ville ici, un bébé un enfant qui était violé. Vous précipitez à suturer. Malheureusement, souvent, ça pose des problèmes. Et il faut parfois que le médecin qui va prendre ces enfants en charge sache comment faire, puisque souvent, quand on se précipite, on les fait mal. Et donc, ça prolonge le traitement. Il y a tout l'effet fibrose qui survient après. Et ce n'est pas bon pour l'appareil génital d'une petite fille si après c'est complètement fibrosé. On ne rend pas un bon service pour les futurs. Donc, nous pensons que ces algorithmes, nous essayons de les diffuser dans le centre de santé pour que les médecins qui prennent en charge ces enfants puissent le faire correctement. Et donc, ici, nous avons les résultats. Par exemple, ça, c'est un type 3. Vous pouvez voir sur le type 3, en fait, les rayons du rectum, de l'anus, on peut très bien le voir. On voit très bien que le sphincter n'est pas là, le sphincter a été complètement détruit et que le vagin, le rectum et la vessie forment tout simplement une espèce de cloaque. Et donc, après la réparation, on met ça. Donc ici, je dois dire que pour la résolution des incontinences fécales, presque à 100%, on y arrive, les refaire le sphincter et rendre ces petites filles continentes. En ce qui concerne la continence urinaire, nos résultats sont seulement à 80%, puisque les urologues qui sont là comprennent très bien. Nous attendons voir ce que nous pouvons faire peut-être plus tard, mais lorsqu'on n'arrive pas à avoir cette continence à la première chirurgie, souvent ça cicatrise, mais les enfants continuent à perdre les urines par des incontinences qui peuvent être peut-être des types d'efforts plutôt que le stress incontinence. Voilà. Nos activités, nous les faisons pas seulement à l'hôpital de Panzi. Nous allons presque, comme vous pouvez le voir sur la carte, presque dans toutes les provinces, sauf la province de Bandundu et de Bas-Congo, où en fait nous avons nos amis de l'hôpital Saint-Joseph qui font la chirurgie dans cette partie. Mais pour le sud d'Ubangi, comme vous pouvez le voir, dans le nord d'Ubangi, Lomami, Sankuru, Lalab, etc., dans tous ces sites nous allons pour faire, nous envoyons une équipe de chirurgiens, de psychologues, anesthésistes, des infirmiers et des personnes pour assister. Et au lieu de déplacer les malades, puisque ça nous coûterait excessivement cher, lorsque vous déplacez une patiente, par exemple, de Guémena, il faut ou de Bouamanda ou Tandala, il faut qu'elle passe par Kinshasa pour prendre l'avion Goma. C'est trop compliqué. Donc c'est beaucoup plus facile lorsque nous allons, par exemple, à Kassanji, dans la province de Lualaba. Là, nous pouvons tout simplement communiquer dans les églises et les victimes viennent, on les soigne,
Et toutes celles qu'on ne peut pas soigner dans les campagnes, on paye pour elles l'avion. C'est beaucoup plus facile. Là, on paye seulement pour l'équipe et les quelques malades qui nécessitent un transfert vers l'hôpital. Voilà. Dans ces équipes mobiles que nous faisons, nous avons également la distribution des médicaments que nous faisons, puisque quand nous allons dans les centres, il est très important de pouvoir non pas seulement former les équipes que nous trouvons, mais nous essayons également de leur donner des médicaments. Et ici, je pense que nous avons un problème puisque nous faisons de la sensibilisation, mais souvent les kits qui comprennent les trois types de médicaments, les ARV, les antibiotiques et la prévention d'une grossesse, souvent ça manque. Et là, ça devient encore beaucoup plus traumatisant puisque nous avons déjà donné beaucoup d'informations. Et si elle se présente là, le courage de venir en dehors 72 heures et qu'elle ne trouve pas les médicaments, elles se sentent complètement désespérées puisqu'elles savent ce qui va suivre. Là, c'est une petite pharmacie. Et de l'autre côté, c'est une équipe qui est en train d'opérer. Vous voyez là, on opère souvent avec des lumières. Donc, au lieu des cialytiques, on a des lumières frontales qui nous permettent de voir clairement ce qu'on est en train de faire. Souvent, on peut faire beaucoup avec très peu de moyens, si on a cette volonté de pouvoir les faire. Nous faisons également des urgences humanitaires. Par exemple, rien que l'année 2018, dans des villages comme Kabikokole, comme Ouameli, Keba, Moto, etc., nous avions été appelés pour 73 femmes, 31 filles mineures qui ont été violées, etc. Mais nous avons également été dans le cadre humanitaire, puisque dans la province, par exemple, sur des Canada, on s'était rendu compte qu'il y a vraiment de gros problèmes de violence. Et malheureusement, parfois, nos amis de la police et de la justice, ils deviennent agressifs peut-être parfois, puisqu'ils ne savent pas comment procéder. Et nous avions compris ça par rapport à notre propre expérience. Et donc nous avons envoyé des équipes pour aller former donc des collègues médecins, mais aussi la police et les magistrats sur la médecine légale et comment ils peuvent interpréter les certificats de médecins lorsqu'ils les envoient. Et ça, ce sont des équipes mobiles, en fait, que nous avons dans le système pour aider. Rapidement, ça, maintenant, on peut aller vraiment très, très rapide. La prise en charge psychologique, comme j'avais dit, nous l'avons insérée dans notre prise en charge. Et aujourd'hui, nous militons et nous avons besoin de tous les partenaires qui agissent au Congo et vous de la diaspora de nous aider, puisque nous pensons qu'il faut absolument intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire pour permettre à ce qu'on ait de la prise en charge à tous les niveaux. Au niveau communautaire, nous avons des relais communautaires qui font déjà du travail dans des soins de santé primaire, sensibilisation par rapport au choléra, Ebola, les maladies des mains sales, etc. Et ces mêmes personnes peuvent être formées pour identifier quelqu'un qui a un comportement anormal, et s'ils peuvent faire cette identification et qu'elles sont informées qu'ils peuvent envoyer la personne au niveau du centre de santé, ça peut permettre à ce qu'au niveau des centres de santé, on ait des assistantes psychosociales qui peuvent donner des conseils et donner des orientations. Ici, ça nous évite tout simplement de voir toutes ces chambres de prière. Je suis pasteur, mais je n'accepte pas ce qui est en train de se passer. Les gens vont dans la chambre de prière pour accoucher. Vous avez déjà été opéré 3 fois, 4 fois une césarienne, et pour la 5e fois, le pasteur vous dit « Je vais prier pour vous pour que vous accouchiez normalement ». Et quand elles arrivent à la maternité, c'est avec une rupture utérine. Et je pense que,
en fait, il y a tout un problème de la santé mentale qui font que si on a des personnes au sein de la communauté qui peuvent parler de la santé mentale, qui peuvent conseiller sur la santé mentale, au centre de santé, on peut trouver des conseillers. Et en fait, au niveau des hôpitaux généraux de référence, on peut avoir des psychologues cliniciens. Il y en a très peu, mais nous avons commencé un master de psychologie clinique à l'IEA pour la prise en charge psychologique au sein des hôpitaux. Et en fait, il faudrait que cette pyramide se termine par les psychiatres, puisque parfois, nous ne sommes pas capables sur le plan psychologique, de pouvoir tout faire pour ces malades. Enfin, il y a plusieurs thérapies qui vont se faire. Il y a des thérapies de courte durée qui sont en fait des thérapies qu'on donne aux malades quand elles viennent. Ce sont des thérapies de soutien. Mais nous avons également des thérapies qui sont des thérapies de long terme et qui comprennent spécialement la musicothérapie. Et nous essayons d'explorer en fait la musique, qu'est-ce qu'elle fait, puisque dans tous les deuils à Kinshasa, si vous êtes au deuil, on chante. Donc, qu'est-ce que la musique joue peut faire sur notre psychisme? Moi, je vois dans les églises, quand je vois les gens en train de chanter, ils ont des instruments traditionnels, tu vois les gens en train de transpirer, en train de chanter. Moi, je les regarde et je dis gloire à Dieu, mais c'est aussi une psychothérapie. Parce que bon, ça transpire, ça danse, ça bouge, etc. Donc, nous essayons de voir, nous avons un protocole de recherche pour la musicothérapie, mais nous avons aussi un protocole de recherche pour l'art thérapie. Par exemple, la karatéka, non, elle est championne de karaté française. Florence, elle vient régulièrement à Panzi pour former dans l'art. Et nous essayons de voir tous ces types de thérapies, qu'est-ce que ça peut donner. Nous avons un appui socio-économique qui comprend vraiment de l'éducation en fait, aux activités génératrices de revenus. Et ici, je crois que c'est ça la façon de rendre les femmes, de prendre les responsabilités dans la communauté. Je crois que je vois aujourd'hui, nous avons des filles qui ont fait leur licence en droit ou en économie, en psychologie, etc. Et moi, j'ai l'impression que lorsque les femmes passent par ces trois piliers que nous venons de décrire, après elles deviennent de véritables militantes, activistes des droits de l'homme. Et ici, ça va transformer toute leur vie et deviennent des femmes qui forcent et poussent dans leur milieu. Je crois que ça, ce sont des différentes activités, mais je voulais aussi vous parler spécialement des enfants des mines. Ces enfants qui font des travail très très lourds dans des mines, juste pour avoir des cacahuètes, une banane. Ces enfants, nous les récupérons. Nous avons commencé avec des zones. Et je peux vous dire que c'est de la magie de voir un enfant qui était dans les mines. Quand vous les récupérez, vous le mettez à l'école. Le fait d'avoir un repas par jour, cet enfant s'accroche à l'école à tel point que même quand vous dites aujourd'hui c'est férié, il refuse. Et donc je pense que pour faire des choses, enfin nous pouvons faire beaucoup de choses si nous avons la volonté. Et dans cette zone d'ailleurs, cette école de récupération avait eu la meilleure note. Sur le plan de l'assistance juridique et judiciaire, nous faisons plein d'activités qui partent de la rédaction du certificat. Lorsque les patientes veulent, puisqu'on ne les oblige pas, lorsqu'elles décident d'aller devant les cours des tribunaux, nous avons des magistrats, des avocats plutôt, qui les accompagnent, qui donnent des conseils gratuits
qui les oriente. Et je crois que ça, c'est la phase finale de la réinsertion, puisque lorsque la femme arrive à ce niveau, elle veut affronter son bourreau, elle n'a plus peur de son bourreau, ça veut dire tout simplement qu'elle est en train d'arracher son pouvoir et dire « je suis plus forte que vous, monsieur le bourreau ». Et ça, j'adore. Je trouve que c'est vraiment le résultat qui fait le plus grand plaisir de voir que les femmes n'ont plus peur de leur bourreau et qu'elles demandent plutôt à ce que justice soit dite. Malheureusement, dans ces systèmes, c'est nous qui payons tout. Si on doit faire des chambres foraines, c'est nous qui transportons et les victimes, et les bourreaux, et les juges, et les avocats. Vous comprenez que c'est très beau. Et vous allez me poser la question peut-être pourquoi vous le faites. C'est puisque nous ne voulons pas que la justice meure. Nous voulons que cette notion de justice puisse rester dans la tête. Et souvent, les victimes sont très contentes, pas puisqu'elles vont avoir quelque chose, mais puisqu'elles se rendent compte que la personne qui l'a humiliée, cette fois-là, c'est cette personne qui a de menottes, c'est cette personne qui s'exprime difficilement. Et souvent, pour les victimes, ça suffit de pouvoir voir leur bourreau dans un état de faiblesse. Voilà. Et donc, non, je pense que là, je me trompe. Voilà. Voilà le procès de Kavumu. Si on avait le temps, on pouvait en parler. C'était un procès pour 42 enfants victimes de viol par un groupe armé qui était dirigé par un député provincial. Nous nous sommes battus pendant 5 ans. On ne pouvait pas enlever l'immunité parlementaire à ces députés. Jusque le jour où, heureusement qu'au Congo, il n'y a pas que de mauvaises choses, des magistrats militaires ont trouvé une qualification de ces viols comme crime de guerre. Et devant un crime de guerre, que vous soyez président ou vous n'avez pas d'immunité, c'est un crime contre l'humanité. On l'a poursuivi aujourd'hui, il est arrêté. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de défis. Je viens de dire, tout ce qui est logistique, c'est un casse-tête pour nous de pouvoir faire ce travail, mais nous le faisons puisque nous sommes sûrs qu'il ne faut pas perdre cette notion de la justice. Voilà, en gros, le One Stop Center, c'est quoi? L'objectif, en fait, c'est vraiment pouvoir réinsérer les femmes. Et avec ce modèle, on peut le mettre dans tous nos hôpitaux sans pouvoir construire en plus. C'est seulement des compétences qu'il faut mettre. Et ça évite toute stigmatisation, puisque ça peut se faire sans qu'on se rende compte que ces femmes sont prises en charge dans le système. Ici, je vous montre un modèle. Quand nous disons qu'est-ce que nous pouvons faire, vous pouvez voir cet hôpital, la toiture a 3 couleurs. Quand j'avais eu le prix hollandais, Van Godard, on avait construit pour les femmes de Moulamba ce premier bâtiment. Et progressivement, aujourd'hui, c'est un hôpital qui a maintenant 120 lits. Donc nous essayons de ne pas rester avec ces modèles à Panzi, mais nous essayons de les faire ailleurs. Au Congo, nous avons aujourd'hui quelques one-stop centers, et je pense que je vous défie de construire un one-stop center à Kinshasa. Si nous tous ici, nous pouvons mettre nos efforts ensemble, nous pouvons avoir un centre à Kinshasa. Vous connaissez Kinshasa, une fille qui a raté son train ou son bus au centre-ville et qui doit aller à, disons, elle vient de Kinshasa. Ou de... Qu'est-ce qu'elle fait? Cette fille va être tout simplement victime de sentinelles, de Koulouna, etc. Et il y en a plein comme ça. J'avais fait une consultation à Kinshasa
ça m'a fait très mal. Parce que toutes les femmes qui venaient me voir, c'était après 6 mois, une année, mais je n'avais pas le moyen de payer la consultation. Je viens puisque c'est une consultation gratuite. Nos États ont signé un accord de soigner, selon ce modèle holistique, toutes les femmes. Mais il faut pouvoir l'imposer. Et je pense que Kinshasa a besoin. Aujourd'hui, nous avons dupliqué ce modèle à Nakamenga, Burkina Faso. Les Guinéens sont arrivés chez nous à Panzi pour faire la formation. Ils sont en train de répliquer ces modèles à Conakry. En République centrafricaine, nous sommes en pourparlers pour créer 2 one-stop centers à Bangui. Le grand problème, c'est qu'ils ont le même problème que nous. Il n'y a pas du personnel. Je crois que pour tout un pays, ils ont un seul psychologue clinicien. Ça ne suffit pas. Mais nous sommes en train de voir comment nous pouvons partager les ressources pour une période de 2 ans et avoir peut-être leur psychologue qui peut venir faire donc le master de psychologie clinique chez nous à Panzi. Nous avons également des contacts avec l'Irak où j'avais été et il y a des associations irakiennes de droits de l'homme qui nous demandent à ce que nous puissions reproduire le même modèle à Sinjar, mais il y a de plusieurs endroits, il y a des camps de réfugiés, ils peuvent avoir besoin du même modèle. Et c'est dommage que nous sommes en train de le répliquer ailleurs, mais au Congo, on n'a pas la possibilité de le faire. Pas seulement qu'on manque le moyen, mais on est... bon, enfin, vous avez compris. Voilà, donc voilà ce que ça arrive à donner. Lorsque vous avez la possibilité d'installer ces modèles dans un hôpital, vous allez voir que les femmes qui étaient venues en pleurant, déprimées, ces femmes deviennent des survivantes. Et je peux vous assurer, ce sont des femmes qui peuvent conduire un changement, non seulement une révolution morale, mais elles sont capables de changer une nation, puisque ce sont des femmes fortes. J'ai eu l'expérience de les rencontrer et je crois que ce sont ces femmes qui me donnent toute la force de pouvoir continuer à faire ce que je fais. Enfin, restaurer les droits et la dignité des survivantes, c'est vraiment un de nos objectifs. Réhabiliter les communautés détruites par le terrorisme sexuel. C'est puisque je crois que lorsque vous soignez les victimes et que vous ne prenez pas en compte la communauté, vous avez échoué. Il faut dénoncer et lutter contre l'impunité du viol utilisé comme arme de guerre. C'est ce que nous avons fait tous ces derniers temps. Je vous remercie.